Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8, le débat. Agression, prise d'otage, tentative d'homicide et exaspérés. Les surveillants pénitentiaires ont manifesté leur colère en janvier dernier. Les prisons françaises saturent et pourtant le nombre de détenus ne cesse de croître. Pour faire face à cette surpopulation carcérale, une première réforme judiciaire va être débattue la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Cette vaste réforme entend notamment revoir le sens et l'efficacité des peines. Serait-ce suffisant pour éviter les débordements en prison? Ces mesures portées par la loi sont-elles applicables? Comment cela peut se traduire dans les prisons yvelinoises? Pour répondre à ces questions, j'accueille autour de cette table la députée yvelinoise Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ainsi que Willy Saïb, secrétaire local SNPFO de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, et enfin Pascal-Louis Willaume, délégué régional de l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Alors il y a presque un an, jour pour jour, il y avait déjà une manifestation des surveillants pénitentiaires de Bois d'Arcy, comme on peut voir sur ces images. Est-ce que cette manifestation avait fait suite notamment à une série d'agressions, déjà ou plutôt encore? Est-ce que depuis un an, la situation n'a pas changé? Vous savez, la situation des prisons est très compliquée. Tant qu'on ne résoudra pas le problème de nombre de places, le nombre de lits, les problèmes ne seront jamais résolus malheureusement. Vous savez, quand vous avez 3 détenus dans 9 mètres carrés, c'est très compliqué pour eux, aussi bien pour eux que pour le personnel. Donc tant qu'on ne résoudra pas certains problèmes, malheureusement, les problèmes vont persister. D'accord. À cela s'ajoutent aujourd'hui les problèmes des détenus de plus en plus dangereux et les détenus radicalisés, malheureusement. D'accord, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous appelez, vous, des détenus de plus en plus dangereux? Parce que notamment dans une maison d'arrêt, ce sont les personnes qui attendent leur procès ou alors qui purgent des peines, on va dire, inférieures à 2 ans de prison. Tout à fait. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens, des détenus mélangés à des condamnés, alors qu'officiellement, ça ne se fait pas. Le problème des places fait qu'on en est à là aujourd'hui. Donc il y a des détenus qui n'ont pas leur place en maison d'arrêt parce qu'ils sont déjà jugés, et d'autres en attente de leur jugement et qui sont très dangereux. Donc tant qu'il n'y a pas une reclassification des établissements par rapport à la dangerosité des détenus, on en sera toujours au même point. D'accord. Si j'ai bien compris, le taux d'occupation, notamment des prisons en Ile-de-France, est de 200%, il me semble. Est-ce que, selon vous, les juges et magistrats donnent trop facilement, justement, des peines de prison? Je crois que les peines de prison qui sont prononcées c'est le constat aussi d'une société dans laquelle la violence est de plus en plus importante, la délinquance est de plus en plus également préoccupante. D'accord, c'est les personnes jugées qui sont plus violentes, ce n'est pas justement l'exigence de la société? D'une part de la délinquance, d'autre part de sa gravité. Les réponses pénales, elles sont très très diversifiées. La prison ne vient que dans l'ultime solution après avoir envisagé d'autres peines. C'est-à-dire que les personnes qui sont condamnées à des peines de prison, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle des antécédents. C'est pas la première fois qu'elles passent au tribunal. C'est exceptionnel qu'un juge prononce une peine de prison ferme à l'égard d'une personne qui n'est jamais allée avant devant un tribunal. D'accord, donc ça veut dire que ce sont surtout des récidivistes, c'est-à-dire qu'il y a eu un échec du rôle de la prison quelque part? Alors un échec aussi, un échec social en général, parce que souvent c'est des personnes qui ont un parcours, je dirais malheureusement socialement, d'échecs successifs, que ce soit dans le milieu du travail, de la formation professionnelle, qui souvent d'ailleurs fait complètement défaut, des problèmes de désocialisation, des problèmes de santé également, et des problèmes souvent également familiaux, de rupture familiale importants, donc qui n'excusent rien, mais qui peuvent expliquer les comportements, les passages à l'acte, les récidives, et effectivement les échecs successifs, y compris de prise en charge sociale. D'accord. Mais est-ce que le premier problème, notamment des places de prison en France, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses? Notamment si on regarde, la France est souvent condamnée pour la surpopulation carcérale. Cependant, si on regarde proportionnellement la population, la France emprisonne beaucoup moins que la moyenne européenne par rapport aux autres pays. Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il faut vers... Alors, ce que l'on sait, c'est que cette difficulté relative à la surpopulation carcérale fait que ça paralyse toute action, en fait. Toute action à l'intérieur des prisons qui vise à réinsérer les détenus. Ça entraîne des difficultés avec le personnel parce que ça entraîne des tensions, comme le rappelait monsieur, quand vous avez des détenus qui ne sont pas occupés dans la journée, qui sont à 3 dans 9 mètres carrés, c'est des détenus qui, même si quand ils sont rentrés en détention, n'ont pas forcément de caractère de dangerosité avérée, vont être soumis à une grosse tension qui va faire qu'il va y avoir parfois des agressions de personnel ou des agressions de détenus entre eux. Donc cette difficulté de surpopulation carcérale, elle paralyse toute politique pénale
centré vers la réinsertion des détenus. Donc il faut impérativement s'attaquer à cette difficulté et il y a 2 moyens pour s'attaquer à cette difficulté. Construire des places de prison, bien évidemment, pour augmenter la capacité du parc carcéral et faire en sorte... Macron avait annoncé notamment 10 000 prisons, notamment. Alors, 10 000 dans places de prison. le président de la République, dans le plan pénitentiaire, a annoncé la construction de 7 000 places de prison. Parce que le deuxième volet, c'est d'agir sur les peines alternatives à l'incarcération, d'une part, donc pour éviter que des personnes qui aujourd'hui vont en prison y aillent et donc leur proposer des peines plus adaptées à leur profil et également travailler sur la réinsertion pour faire en sorte que la prison devienne enfin un moment utile pour la société, pour que la personne qui fait un passage en prison ne recommence pas, quand elle sort de prison, qu'elle ne recommence pas à commettre une infraction, donc qu'elle n'y retourne pas, en tout cas qu'elle n'y retourne moins. Donc il faut vraiment agir sur ces 2 volets-là pour avoir une politique pénale qui marche sur ces 2 jambes en matière pénitentiaire, construire des places et également agir sur les entrants en prison. D'accord. Notamment le président de la République qui avait également annoncé qu'il ne voulait plus d'incarcération pour les détenus condamnés à moins d'1 mois de prison. Naïvement, je pensais qu'il y avait une séparation des pouvoirs en France. Donc, est-ce qu'il y a vraiment le pouvoir de faire ça ? Alors, il peut bien sûr donner un avis sur des réformes, et d'ailleurs, il peut pas porter les réformes. C'est le Premier ministre et le gouvernement qui élaborent les projets de loi, mais enfin, évidemment, ils le font en concertation avec le président de la République. Donc, à ce titre-là, il a le droit, bien sûr, d'émettre une opinion. Mais en revanche, évidemment, il ne peut pas apporter d'appréciation sur les condamnations. Mais là, son avis, l'avis qu'il émet et les projets qui sont, enfin, les dispositions qui sont dans le projet de réforme de la justice concernent effectivement le fait de prévoir qu'il ne sera pas possible de prononcer des peines inférieures à 1 mois. Ça, c'est possible de l'inscrire dans la loi. Évidemment, ça ne porte pas atteinte en tant que tel à l'indépendance des juges. Les juges... Vous savez, c'est un peu comme les peines planchées. Quand il y avait des peines planchées, c'était effectivement... Après, c'est la confiance qu'on peut avoir dans les juges, c'est différent. Juste, j'ajouterais simplement qu'il y a quand même effectivement, je crois que c'est de mémoire, 10 000 peines d'emprisonnement égales ou inférieures à 1 mois. Bon, alors, c'est pas énorme par rapport au volume total des peines d'emprisonnement prononcées. Quand on prononce une peine d'1 mois, c'est que ça a du sens. D'ailleurs, de manière générale, quand on prononce une peine, quelle qu'elle soit, ça a du sens pour les magistrats, en tout cas, et surtout pour les personnes qui sont condamnées. Prononcer 1 mois d'emprisonnement qui va amener derrière à révoquer, par exemple, des peines d'emprisonnement avec sursis, ça peut vouloir induire qu'il y aura plus qu'1 mois de prison à faire. Donc, vous voyez déjà, on voit que la signification d'une peine inférieure ou égale à 1 mois, c'est pas simplement l'affichage du mois de prison, c'est également les conséquences que ça a par rapport au passé pénal et au sursis, puisque le sursis, ça laisse une peine en quelque sorte un peu comme une épée de Damoclès sur la tête de quelqu'un pendant 5 ans. Donc ça n'a pas forcément le même sens, c'est pas forcément que 1 mois, c'est 1 mois plus. Donc il faut tenir compte aussi de ces éléments-là. D'accord, vous voulez réagir ? Alors simplement pour préciser que toutes les peines de moins d'1 mois de prison ne sont pas prononcées avec à l'esprit la révocation de sursis. Ça peut être des cas particuliers, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de se dire qu'en 1 mois, une personne détenue, on a le temps dans une maison d'arrêt de ne rien mettre en place, on n'a aucun accompagnement possible, donc c'est vraiment 1 mois qui vont s'effectuer de façon très sèche, avec un choc carcéral absolument colossal pour une personne pour qui ça peut être une première incarcération. Donc je pense qu'il faut vraiment bannir ces peines très très courtes d'emprisonnement, et c'est vraiment l'objectif du gouvernement, et je pense que c'est un bon objectif. D'accord, mais est-ce que justement ce n'est pas justement ça le but d'avoir des incarcérations de très très courte durée pour que ça marque sans que ça n'atteigne notamment les capacités de réinsertion derrière ? Alors pas du tout. Les très courtes peines de prison sont extrêmement délétères. Elles ne servent à rien, et au contraire, quand une personne est insérée, elle désinsère absolument totalement une personne. D'accord. Vous voulez réagir ? Oui, je voulais intervenir par rapport à ce que disait la députée. Concrètement, moi, il m'est arrivé de voir des personnes arriver, un papy de 70 ans qui est arrivé pour 3 semaines en prison pour un défaut de permis. Donc cette personne-là, vous l'avez détruit. Tout en sachant qu'il y a un passage d'1 semaine par ce qu'on appelle le quartier arrivant. Ils vont être évalués, on va leur expliquer un peu comment fonctionne l'établissement. Et ces gens-là, ils sont complètement détruits. Et par rapport au nombre de places, je reviens sur ce qu'on parlait tout à l'heure. Pendant la campagne, moi, j'ai eu la chance de faire le débat d'entre-deux tours, où M. Macron promettait 15 000 places de prison. Ça n'aurait pas résolu tous les problèmes,
mais en partie. Aujourd'hui, on est à 7000 places de prison. Une prison, concrètement, à partir du moment où on a les terrains, où tout est signé, il faut à peu près, en moyenne, 5 ans pour la construire. On ne va pas attendre 5 ans qu'il y ait des morts pour résoudre les problèmes. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour l'organisation syndicale que je représente, il y a des choses à faire dans l'urgence. On peut, dans l'immédiat, refaire une classification des établissements par rapport à la dangerosité, comme je disais tout à l'heure. On regrette la fermeture de Clairvaux qui va avoir lieu prochainement, qui est purement politique. On parle de vétusté, je peux vous garantir que, pour ne pas citer parce qu'il ne faut pas comparer, mais il y a des établissements qui sont bien plus vétustes et qui sont ouverts aujourd'hui. Dans les Yvelines, par exemple ? Tout à fait. On va dire les choses honnêtement. Au Bois d'Arcy, je peux vous garantir, Madame la députée est venue, vous faites le comparatif entre Clairvaux et Bois d'Arcy, il n'y a pas photo. D'autant plus que c'est un établissement qui a la mémoire de la pénitentiaire. Il s'est passé beaucoup de choses et c'est un établissement qui est très sécuritaire. Donc ce qu'on regrette nous aujourd'hui, et on pensait qu'avec le changement de président, il y aurait une machine arrière. On constate que malheureusement, on est toujours au même point. Clairvaux va fermer et je peux vous garantir que c'est un établissement à l'heure d'aujourd'hui, un des plus sécuritaires, si ce n'est le plus sécuritaire. Réaction ? Alors en fait, aujourd'hui justement, et c'était le sens des travaux que nous avons menés à l'Assemblée nationale, nous avons mené des groupes de travail relativement à la détention et je dirigeais un groupe sur les établissements à sécurité adaptée. Et donc les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, je vous rejoins totalement, c'est dire il faut aujourd'hui des établissements à sécurité adaptée au niveau de dangerosité des détenus. Donc des établissements à sécurité très allégés pour les détenus non dangereux, le monsieur de 70 ans dont vous parliez tout à l'heure, qui est condamné pour un défaut de permis, et le détenu très dangereux pour lequel il faut des établissements extrêmement sécurisés. Il nous faut cette palette d'établissements que nous n'avons pas aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, moi je propose la création d'établissements pénitentiaires de réinsertion, qui seraient des établissements très allégés en termes de sécurité, et dans lesquels l'accent serait mis sur la responsabilisation et la resocialisation. Et ces établissements peuvent très bien être constitués par des bâtiments qu'on pourrait recycler, tels que casernes, etc. Et sur ce point-là, la classe politique dans son ensemble est entièrement d'accord et il y a un consensus politique sur ce point. Et l'avantage de ces établissements, c'est que non seulement ils ont des effets importants sur la lutte contre la récidive, mais ils sont également moins onéreux, plus rapides à construire et les relations entre les détenus et les surveillants sont extrêmement pacifiés. Ce sont les éléments que nous avons, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc je pense que c'est des pistes extrêmement intéressantes et qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Pascal Willum. Oui, je voulais citer un exemple qui est un peu l'expérience que j'en ai, puisque j'ai été juge de l'application des peines à partir de 1987, donc au Havre d'abord, puis à Nantes. Et c'était l'époque, en 87, où étaient mis en place ce qu'on appelait les chantiers de jet avec un ancien amiral de la marine, l'amiral Braque de la Perrière. Donc c'était des initiatives qui ont été extrêmement intéressantes, puisque en fait des jeunes détenus hommes de toute la France pouvaient être effectivement affectés en fait dans une maison d'arrêt de rattachement. Et ensuite, ils étaient effectivement orientés sur des camps qui étaient pris en charge en fait par des personnels pénitentiaires, mais aussi par des militaires. Donc dans les forêts de l'Oise, c'était des chantiers extérieurs qu'on appelle, qui existent toujours, qui est une possibilité d'exécuter sa peine. On est en prison, donc on est sous écrou, mais on n'est pas dans la prison entre quatre murs telle qu'elle existe actuellement. On est sur un lieu de travail, donc un chantier, alors qui peut prendre différentes formes. Ça peut être effectivement une prise en charge, par exemple, pour faire réhabiliter, par exemple, des routes ou nettoyer des rivières, réparer effectivement un certain nombre de voies communes, enfin effectivement on va dire des biens communs. Des missions d'intérêt général. Donc le travail, il est fait par les détenus qui sont à ce moment-là, qui perçoivent quand même une rémunération, comme tout travail pénitentiaire. Et l'encadrement est donc fait de telle sorte qu'ils ne sont pas dans la prison, ils ne dorment pas dans la prison. Ça peut être fait aussi dans des logements à l'extérieur. Moi, j'en ai fait au Havre avec des chantiers de réhabilitation. Ils étaient dans un appartement avec une association. Est-ce que ceci existe notamment aujourd'hui dans les Yvelines ? Est-ce qu'il y a des projets de développement ? Je ne saurais pas vous répondre parce que je ne suis plus juge d'application des peines actuellement, en tout cas pas dans les Yvelines. Mais des chantiers extérieurs, il y en a effectivement dans beaucoup d'endroits en France. Ça existe toujours, pour répondre à votre question.
En revanche, ça n'est pas suffisamment développé pour différentes raisons et essentiellement pour des raisons financières, pour des raisons, on va dire, de financement. C'est-à-dire que le ministère de la Justice ne finance pas suffisamment de structures, sachant que c'est souvent avec le milieu associatif, c'est-à-dire des associations socio-éducatives, du personnel qui est compétent, parce qu'il ne s'agit pas, vous encadrez pas des détenus comme vous encadrez des scouts ou des. Donc il faut évidemment des personnels qui sont formés à ça, avec on va dire des publics un peu en difficulté, mais ça présente généralement des très bons résultats. Et je pense que c'est des solutions qu'il faut effectivement continuer de développer à côté de celles que vous évoquiez, c'est-à-dire des établissements effectivement, on va dire, de réinsertion, enfin à vocation d'abord de réinsertion, plutôt que la sécurité. Mais justement, le nœud du problème, comme vous dites, c'est vraiment l'argent. Comment fait-on ? Et pourquoi est-ce que cette fois-ci, parce que ça fait quand même des années qu'on entend, on va développer des peines alternatives, on va essayer de trouver d'autres solutions, ça fait des années qu'on entend ce discours-là. Pourquoi cette fois-ci, ça devrait marcher ? Parce que je pense que cette fois-ci, nous avons d'une part une réelle volonté politique de faire en sorte que cela marche. Deuxièmement... parce qu'auparavant, selon vous, il n'y avait pas de volonté du tout politique. C'était la faute des politiques précédents, si ça ne fonctionnait pas ? Non, mais je pense que peut-être que ça n'était pas la priorité, peut-être que le moment n'était pas venu. Vous savez, parfois, la société n'est pas mûre, parfois la classe politique elle-même n'est pas mûre, parfois les intervenants, les acteurs ne sont pas mûrs. Vous savez, il y a parfois des conjonctions qui font que tout d'un coup, quelque chose marche, alors que la veille, ça n'avait pas marché. Mais par exemple, il y a quelques jours, il y a un sondage qui a été publié, notamment suite à une demande de l'Institut de Jean Jaurès, qui dit que près de la moitié des Français pensent que les détenus sont traités de manière trop bonne, sont trop bien traités. Donc, ce qu'il faut l'opinion vraiment, publique n'est pas forcément prête à entendre ce genre de choses. La population, elle est prête à entendre que l'on s'occupe d'elle quand on parle des détenus. C'est-à-dire que quand on lutte contre la récidive, on le fait dans l'intérêt de la population dans son ensemble. On protège les futures victimes, les victimes de demain. Quand vous luttez contre la récidive, vous luttez contre ça, contre l'effet délétère aujourd'hui de la récidive. Et il faut savoir également que la récidive coûte cher. Les places de prison à construire coûtent cher. Donc plus vous baisserez le taux de récidive, mais aujourd'hui, est-ce que moins justement, cela il y a cet argent pour développer ces alternatives et éviter les récidives ? Aujourd'hui, une place de prison coûte entre 130 et 300 000 euros selon le niveau de sécurité. Oui, mais donc aujourd'hui, tout est-ce que le gouvernement qu'on mettra... entend augmenter le budget destiné à la justice pour justement appliquer ces non, nouvelles mais choses ? Le budget de la justice a augmenté. Dans la dernière loi de finances que nous avons votée, il a augmenté de près de 4%. Donc le budget a augmenté. Mais tout n'est pas question budgétaire. C'est une question de choix politique, de choix concertés pour avoir une vraie politique qui soit tournée vers la réinsertion des personnes qui, un jour, sont face à un tribunal ou à une cour d'assises. Il faut absolument que la société dans son ensemble comprenne qu'on œuvre pour elle, en œuvrant pour une plus juste politique pénale. Oui, les Saïd. Ouais, donc, il y a un autre problème aussi, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui n'ont pas leur place chez nous, qui devraient être dans les établissements psychiatriques. Mais aujourd'hui, on réfléchit avec la calculatrice. Une journée en prison, c'est 80 €. Une journée à l'hôpital psychiatrique, c'est 800 €. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, mais le résultat, il est là. C'est qu'on réfléchit avec la calculatrice. Il y a des problèmes sur le terrain. À l'heure d'aujourd'hui, on a un directeur de l'administration pénitentiaire. Moi, je le dis, je l'assume, il est incompétent. De la même façon, comme beaucoup de politiques, réfléchit avec la calculatrice. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. D'accord. Et qui est incompétent ? C'est ce directeur... Le directeur de l'administration pénitentiaire, tout à fait. D'accord. Il y a des problèmes, malheureusement, qui ne sont pas résolus. À partir du moment où on ne prend pas le temps d'écouter les difficultés qu'il y a sur le terrain, comment voulez-vous avancer ? Comment voulez-vous résoudre ces problèmes-là ? À l'heure d'aujourd'hui, on en est à là. Le mouvement social qui a eu lieu au mois de janvier, je veux dire, c'est historique. Ça fait une trentaine d'années qu'il n'y en a pas eu chez nous, tout en sachant qu'on a on est sous statut particulier, donc officiellement on n'a pas le droit de grève. Vous savez, une fois qu'on en est arrivé à là, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. D'accord. Une réaction à côté de vous, oui. Oui, il y a à peu près 25% des personnes qui sont détenues en France qui sont atteintes de troubles psychotiques, qui sont les plus graves maladies mentales, c'est-à-dire des schizophrénies, des pathologies les plus graves.
comparé à la population... Est-ce que ce n'est pas la prison qui crée justement ces pathologies? Comparé à la population, je dirais, à l'extérieur, en population extérieure, c'est 3%. Vous voyez, donc on voit le rapport. Donc si effectivement, et ça Madame Hazan, qui est contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'a dit et écrit, et je crois qu'elle vous l'a également exprimé, ainsi que nous-mêmes quand on est venu à la commission des lois, si on veut effectivement traiter aussi une partie de la surpopulation pénale, j'ai une partie, c'est pas que la seule solution, mais sortons effectivement des prisons un quart des détenus, c'est énorme, qui présentent des pathologies les plus graves. Mais il faut effectivement augmenter les places en milieu hospitalier. C'est ça la condition. Alors, juste effectivement, c'est des chiffres qui nous étaient remontés. On n'en a pas une exacte connaissance parce que la dernière étude épidémiologique est très ancienne. Mais lorsque je vous parlais des groupes de travail que nous avons lancés à l'Assemblée nationale, un des groupes de travail portait justement sur la question du traitement psychiatrique. Et nous proposons de développer ce qui existe aujourd'hui via ce qu'on appelle des UHSA, donc des unités de traitement psychiatrique des détenus. Donc nous proposons de procéder à leur développement. Je trouve que vous êtes un peu injuste avec le directeur de l'administration pénitentiaire. Je crois que vraiment aujourd'hui, nous avons dans la majorité le souhait de vraiment avancer sur ces questions-là. Le président a vraiment, dans son discours à Agen, montré l'ensemble du champ de travail qui nous attend en la matière. Les solutions sont très multiples et c'est l'adjonction d'un certain nombre de solutions qui fera que nous aurons réglé ces questions-là. Mais vraiment, ne doutez pas en tout cas de notre envie, notre mobilisation à aborder ces questions-là très sérieusement. En tout cas, vous ne pouvez pas douter de la représentation nationale. Nous avons, depuis le mois de novembre et bien avant votre mouvement de contestation, mis la prison au cœur des travaux de la commission des lois et nous continuerons à le faire durant toute cette mandature parce que nous savons à quel point c'est essentiel et c'est essentiel pour vous. Une réponse? Faire des annonces, c'est bien, mais concrètement, je pense que il faut aller au-delà de ceux qui sont bien assis au chaud dans leur bureau. Il faut prendre le temps d'écouter la base et savoir un peu ce qu'on a besoin réellement concrètement sur le terrain, parce qu'on en est à là aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin justement? C'est des gens qui sont là, qui réfléchissent, qui décident, mais qui sont déconnectés de la réalité du terrain. Aujourd'hui, vous savez, on parlait de la peine justement, le sens de la peine. À partir du moment où vous n'avez pas de personnel pour gérer les détenus, c'est très compliqué. Donc il y a le nombre de places, effectivement, qui est notamment problématique. des annonces d'embaucher des personnes supplémentaires, mais en même temps, il y a ces on a problèmes de beau annoncer, là on en annonce 1200 recrutements. On les aura pas malheureusement. Le constat il est là. Ça fait des années on augmente les recrutements, on n'a pas le personnel adapté. D'accord. Pourquoi selon concrètement, c'est simple. Quand vous signez au départ, il faut savoir qu'un surveillant pénitentiaire, c'est un smicard. Il est même en dessous du SMIC à l'heure d'aujourd'hui. Une fois que vous avez enlevé la prime, le surveillant, c'est un smicard. Ça fait des années qu'on demande la parité police. À partir du moment où il y aura un peu plus de reconnaissance, tout passera par l'indemnitaire et le statutaire. À l'heure d'aujourd'hui, on en est à là. Parce que, on le sait, les heures supplémentaires, le gouvernement veut les réduire, veut même les supprimer. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Le jour où on va y arriver, on fera comment les surveillants pénitentiaires? À 1 500 €? Se faire menacer, insulter, agresser au quotidien? Est-ce qu'il y a une réflexion vis-à-vis de ça? Alors justement, en fait, la réflexion, elle est diverse. Elle est sur effectivement le côté indemnitaire, mais pas seulement. Et c'est là tout je pense, l'enjeu, c'est donner en fait beaucoup plus de sens à cette mission qui ne soit pas juste une mission de surveillance, mais qu'elle soit beaucoup plus axée sur le contact, sur la réinsertion et sur un vrai travail vraiment global par rapport aux détenus. Et je pense que cela, c'est vraiment dans votre intérêt. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes, justement, pour faire évoluer les missions? Alors, il y a eu un accord qui a été signé juste après, qui a terminé en fait le mouvement des surveillants, mais la réflexion de la garde des Sceaux se poursuit bien évidemment. Mais la semaine prochaine, il n'y aura rien là-dessus. Non, mais alors la semaine prochaine, je voudrais vous corriger, il n'y aura rien du tout. Le projet justice va être présenté va être présenté en Conseil des ministres le 18 avril et le travail parlementaire va commencer. Il va venir dans l'hémicycle probablement peut-être en juin ou en juillet. Donc là, on est vraiment dans la phase de travail parlementaire qui va commencer.
avancé. Et puis, je voudrais vraiment vous rappeler, tout le monde va sur le terrain. Nous avons visité des établissements pénitentiaires. La ministre de la Justice se rend fréquemment sur place. On a bien compris. On n'a plus que quelques secondes, donc 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Vous voulez tous les deux réagir. Ce qui est très important aussi pour diversifier encore plus les sanctions pénales et l'accompagnement, c'est d'améliorer le nombre de CPIP, c'est-à-dire les conseillers de probation et d'insertion. Il est annoncé 1400 créations de postes dans le projet de loi. Il faut savoir que ces 1400 créations de postes, c'est ce qu'on appelle purement et simplement de la cavalerie, parce qu'en réalité, ils étaient déjà annoncés sur la loi pénitentiaire de 2009. Donc pour l'instant, c'est du virtuel. Donc je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez raison. Il y a beaucoup d'annonces, mais malheureusement, les moyens, et il en faut les moyens, on n'a pas le choix en France. La justice est trop misérable, et la pénitentiaire aussi. Le dernier mot, s'il vous plaît. Alors donc concrètement, pour terminer, tout passera par l'indemnitaire, le statutaire, comme on a dit. Il faudra un dialogue social parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est interrompu. Il faudra également évoluer avec son temps, regarder un peu ce qui se passe ailleurs, les détenus les plus dangereux. Il faut utiliser les pistolets à impulsion électrique, ça se fait dans d'autres pays. Les brigades cynophiles, il faut les utiliser, on les a. À un moment, il va falloir savoir ce qu'on veut, où on le fait, où on fait rien, concrètement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est frustrant, mais peut-être qu'on refera un autre débat sur ce thème. Quant à vous, je vous invite à revoir cette émission sur notre site internet et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une agréable soirée et à la semaine prochaine.